Salut, on va parler du duel entre Marlène Schiappa et Robert Ménard. Comme je vous ai dit, je vais pas parler pendant la vidéo et je vais pas dire les commentaires de la vidéo. Faites votre propre opinion sur la vidéo de vous-même. Bonsoir, Marlène Schiappa. Bonsoir, Benjamin Duhamel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, Robert Ménard. Bonsoir. Maire de Béziers. Béziers, on en parlera tout à l'heure parce que vous expérimentez l'uniforme. Vous faites partie des premières villes qui mettaient en place. La première. La première. On en parlera. Toujours les premiers. Juste avant, je voudrais qu'on aborde le week-end de galère vécu par près de 150 000 Français qui n'ont pas pu prendre leur train comme ils le souhaitaient à cause de la grève à la SNCF, au point que certains à droite veulent restreindre le droit de grève en l'interdisant pendant les vacances. Est-ce que c'est une bonne idée? J'ai un petit doute. Non, en fait, j'ai aucun doute sur la réponse que vous allez formuler, mais quand même. Non, c'est une très mauvaise idée. Mais non, bien sûr, attendez, bien sûr, c'est une bonne idée. Enfin, attendez, moi, je suis pas contre le droit de grève. Enfin, ça n'a pas de sens d'être contre le droit de grève. Je vous rappelle que personne ne le conteste. C'est bon, on se dit, enfin, que tout le monde se dit, là, vous le disiez, 150 000 personnes qui ont été privées de train, là, parce on fait la grève là, qui est un des pires week-ends. Vous avez vu, les aiguilleurs, en même temps des trains, ils prévoient pour le week-end prochain. Enfin, il faut pas déconner, quand même, au bout d'un moment. Alors, l'Italie, c'est pas une dictature, l'Italie, c'est un pays démocratique. Ils ont une loi qui fait qu'un certain nombre de dates dans l'année, tu peux pas faire grève dans les transports. Parce que ça pénalise tout le monde. Je pense qu'au moins là-dessus, on pourrait s'entendre. En plus, quand même, il faut pas rigoler. Il y a pire comme situation salariale et conditions de vie que quand t'es aiguilleur ou quand t'es dans les TGV. Il faut, je ne sous-estime pas le travail. Juste avant que Marlène Schiappa vous réponde, faire là encore l'avocat du diable, souvent sur ce plateau, mais beaucoup vous disent que c'est inconstitutionnel, que vous ne pouvez pas limiter le droit de grève. Et que si vous expliquez, comme le proposent des sénateurs centristes, que 60 jours par an, on ne pourra pas faire grève, notamment pendant les vacances, ça passe pas. J'en sais rien, honnêtement, je ne suis pas spécialiste de ça. Je voudrais pas, enfin, vous avez raison de le souligner, parce qu'il ne faudrait pas que maintenant, on se dise, est-ce que c'est bien ou pas bien, ce soit plus la question centrale, mais est-ce que par hasard, le Conseil constitutionnel trouve que c'est bien, parce qu'on n'a plus fini. Moi, j'ai un peu de mal à imaginer en quoi ça menace quoi que ce soit qu'on dise aux gens, comme en Italie, vous savez, c'est des périodes, c'est Noël, Pâques et tout ça. Plus quand les élections, le moment des élections, tu peux pas faire grève en Italie dans les transports en commun. Enfin, je trouve que c'est une histoire de bon sens. Aujourd'hui, on est la tête à l'envers, c'est-à-dire que systématiquement, sur des questions comme ça, oui, vous avez raison. En plus, ils ont peut-être raison, les sénateurs, peut-être qu'on verra le Conseil constitutionnel. Enfin, il faut arrêter là. Je veux dire, c'est du délire. Non, mais il y a deux choses. D'abord, la grève, effectivement, on est tous d'accord autour de ce plateau, c'est un fait, c'est un droit fondamental, c'est un droit constitutionnel. Il y a un droit de grève en France. Maintenant, c'est pas parce qu'on a le droit de faire quelque chose qu'il faut le faire sans cesse. Là, on a vu des préavis de grève déposés notamment à la SNCF depuis début février jusqu'à après l'automne. On ne sait même pas. Pendant les JO. Ça veut dire pendant les JO. Pendant les vacances ils vont pas nous pourrir la vie pendant les JO. Mais surtout, pour moi, c'est un énorme problème de communication de la part des syndicats parce qu'en fait, on n'a pas compris pourquoi il y avait cette grève. Quand il y a une grève, normalement, c'est parce qu'on veut déclencher un rapport de force, parce que le dialogue social a échoué. Là, il n'y a même pas de dialogue social qui est échoué. On ne comprend pas les motivations de cette grève puisqu'elle est à répétition et annoncée par avance. Mais madame, c'est que c'est incompréhensible. En 2 ans, leurs salaires ont augmenté de 17% et ils trouvent que ça suffit pas. Moi, dans l'absolu, pourquoi pas? Mais en même temps, tu peux pas dire que les billets de train sont bon marché. Vous rigolez, vous prenez le TGV, tu te dis des fois c'est plus cher que l'avion. Parfois, c'est de la folie. On va pas aussi augmenter. Moi, je veux bien qu'on augmente tout le monde tout le temps. Moi, je suis maire, j'ai toujours envie. Il y a 1800 personnes à Béziers. Ce serait très bien de les augmenter. Enfin, je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Sauf que des fois, tu peux pas. Juste parce qu'il y a des équilibres et tout. Non, honnêtement, il pousse le bouchon un peu loin, là, quand même. Et pour citer les grands auteurs, et surtout, au-delà de ça, pardon, je vais vous faire une vanne et j'ai perdu le fil de ma phrase. C'est quel grand auteur? C'est dans une pub. C'est ça, c'est dans une pub, Poisson. Bref, je reviens dans le sujet. Je ne cite jamais de grand auteur, rassurez-vous. Je n'ai pas cette prétention-là. Non, mais... Je reviens au sujet, pardon. On revient sur la grève quand même là. Pardon. Mais vous êtes pour ou contre? Alors moi je suis pour le droit de grève, mais sur cette grève... on est tous pour le droit. Mais sur cette pour le limiter, vous êtes d'accord? Mais est-ce qu'il faut restreindre le droit de grève? Robert Ménard dit
c'est du bon sens. Alors non, moi je pense pas qu'il faille restreindre le droit de grève. En revanche, je pense que c'est une erreur de la part des syndicats de lancer cette grève à l'avance et pendant les Jeux Olympiques. Il va y avoir des répercussions importantes. Les JO, c'est pas juste un concept, c'est aussi derrière des mannes financières. Est-ce que les touristes viennent ou ne viennent pas? Est-ce qu'ils dépensent de l'argent ou est-ce qu'ils n'en dépensent pas? Il y a une question d'emploi très concret derrière. Est-ce qu'on va perdre des emplois ou est-ce qu'on va en gagner grâce à la manne économique autour des Jeux Olympiques? J'ai vu que Gabriel Attal, il était sur une position. Alors, je ne suis pas Gabriel Attal. Lui dit travailler est un devoir, mais après, il ne dit pas non plus le gouvernement va se saisir de la question. Non, mais quand même, tu sens une petite musique qu'il n'y avait pas eu. Vous vous rappelez, c'était quoi? En 2022, vous vous rappelez, à Noël, Noël 2022, ils avaient quand même là aussi pourri les vacances de tout le monde, enfin d'une partie des gens. Et là, il y avait dans le gouvernement, personne n'avait bronché et tout. Là, les gens, ils se disent quand même, c'est du bon sens. Attendez, ils imaginent faire une grève, madame, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, je prends un symbole, parce que c'est une histoire de symbole aussi. La Tour Eiffel. Oui, j'ai vu, les salariés de la Tour Eiffel. Ils vont faire quoi? Ils veulent l'éteindre pendant les JO? C'est quand même, tu vois n'importe quel film américain, vous êtes à la télé ou sur Netflix, qu'est-ce que tu vois? L'image de Paris, c'est la Tour Eiffel qui brille et tout ça. Et on va se priver de ça parce que des types veulent faire grève à ce moment-là. Non, mais en plus, on nage en pleine injonction paradoxale parce qu'on a d'un côté la maire de Paris qui fait une prise de parole pour dire aux Parisiens restez à Paris pendant les Jeux Olympiques, alors qu'une immense majorité des Parisiens veulent fuir Paris pendant cette période. On avait la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui nous disait les transports sont prêts, tout est prêt, nous sommes prêts. La ministre des Sports et des Jeux Olympiques qui nous dit nous serons prêts, ce sera une formidable fête, participez aux JO. Et en fait, derrière, on nous dit et on nous envoie comme message non seulement à nous, mais aussi à l'international, la Tour Eiffel, ce sera pas accessible, il y aura sans doute pas de transport et ça va être extrêmement compliqué pour circuler dans Paris. On est en train de décourager les gens. Ça va alimenter une image qui est finalement peut-être pas une image d'Épinal de ces Français, ils sont toujours en grève, ils nous emmerdent, ils veulent qu'on vienne, mais quand on vient, ils nous pourrissent la vie. C'est quand même ça l'image. Je demande à des touristes. C'est le caractère français. Ouais, mais enfin, tu vois, le caractère français, peut-être qu'on s'est tellement battu. Moi, je suis ravi des JO et tout. Juste, on a envie d'accueillir bien les gens. Et puis ça accueillir bien les gens et les vacances, pas gâcher les gens. Attendez, mais c'est important. 150 000 personnes qui n'ont pas pu partir en vacances là. Enfin, ils n'ont pas à être pénalisés, ces gens-là. Ah oui, mais sauf que vous dites c'est pas normal, mais vous dites il faut pas. En même temps, vous n'êtes pas capable d'assumer le fait de limiter. Ah non, mais moi je pense que tout ne se fait pas par la loi et tout ne se fait pas par la modification de la Constitution. Il y a des choses qui sont des choses de bon sens. Moi j'appelle le dialogue social à continuer. Je sais tout le monde est d'accord, mais madame, c'est pas contradictoire. Quand les syndicats disent on s'interdit rien. Ça veut dire on s'interdit rien. Non, mais surtout, ils se permettent beaucoup, puisque le préavis de grève, il est déjà déposé maintenant pour cet été. Mais je comprends pas. On est d'accord sur tout, mais il y a le petit passage qui vous va pas. C'est-à-dire, oui, il faut le dialogue social. Oui, on est pour le droit de grève. Je veux pas modifier la loi dès que j'ai un désaccord avec quelqu'un, en fait, tout simplement. Je pense que ça passe pas par la modification avec le nombre de lois que vous faites voter sur tout et n'importe quoi. Vous avez le culot là de me dire ah non, on va pas se faire celle-là. Non, pas sur les désaccords politiques. C'est pas que ça fait une de trop, c'est que les désaccords d'opinion et les désaccords politiques de fond, ils se règlent pas par la loi. Il faut les trancher. Et moi, je pense que les syndicats, notamment la CGT, se sont tirés là-dessus, pas sur d'autres sujets, mais là-dessus, une balle dans le pied en annonçant ce préavis de grève. Là, l'opinion n'est pas avec eux. Il y a des sondages qui sont parus aujourd'hui ou hier. L'opinion est contre cette grève. Donc ce n'est pas comme ça qu'on lance un rapport de force. Je leur dis qu'ils se prennent mal. Il y a 27% des Français qui les soutiennent. Tous les restes ne les soutiennent pas. Oui, c'est ça, maximum. C'est ça à peu près. Oui, c'est ça. C'est le même sondage que nous avons fait, bien sûr. On n'a qu'à, pour une fois, voter une loi. Ça nous changera un peu. Messieurs, dames, je voudrais qu'on aborde, on en parlait au début de cet échange, la question de l'uniforme. Les premiers établissements volontaires pour l'expérimentation vont commencer à la rentrée des vacances, notamment dans votre ville, Béziers, Robert Ménard. Écoutez ce qu'en disait la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, c'était ce midi dans BFM Politique. Il y a 87 établissements qui ont donné leur accord. Vous savez qu'il y a un double verrou. Il faut l'accord du conseil d'administration, du conseil d'école et bien entendu de la collectivité territoriale. Voilà, nous, on ne veut forcer la main à personne. On dit tentons cela pour essayer de freiner les discriminations, de donner ce sentiment d'appartenance. Tentons cela. Pour essayer cela, freiner les... on ne sent pas un enthousiasme démesuré, là. Vous auriez à sa place, quand même, parce que c'est vous qui l'avez interrogée. Ah bah oui. Vous êtes un peu faux cul, parce que quand si elle avait été enthousiaste, vous lui aurez dit « Ah, c'est plus une faribole, puisque c'est le mot. » Oui, c'est ce que j'ai dit, d'ailleurs. C'est ce que vous avez dit. Ouais. Non, mais attendez, elle est dans ses petits sujets. C'est pour ça que je suis étonné, honnêtement. Moi, je n'ai ni pour, ni contre, rien. Je la connais pas, donc je m'en fiche un peu, comme 90% des Français qui ne doivent pas plus la connaître que moi. Simplement, on choisit pour des mesures importantes
Aujourd'hui, quelqu'un qui incarne exactement le contraire, quand même, à un moment donné. Elle a le droit de changer d'avis et tout, mais on a le droit d'un peu d'enthousiasme. Moi, j'ai été ravi. Écoutez, vous auriez dû venir, mais venez le 26 à Béziers. J'ai invité Gabriel Attal à venir à 26 à Béziers. Je vais voir si... Il vous a répondu ? Non, là, je vais l'inviter là. Ah, très bien, très bien. Bah, donc, vous profitez de... Ouais, je profite pour lui dire. Non, mais c'est lui qui a eu la bonne idée. Attendez, nous, je vous jure, vous êtes maman, c'était formidable. Il y avait 400 gosses qui sont venus chercher leur uniforme. Et je trouvais qu'ils étaient mignons comme tout. Ils étaient contents comme tout. Les mamans étaient contentes. En plus, on a choisi des endroits, des écoles où il y a peu d'argent. Vous savez, dans les quartiers de la politique de la ville. Ouais, bien sûr. Oui, mais ça fait 200 € de moins à habiller quand même. C'est pas tout à fait négligeable. Les gens étaient contents. Ils portaient tous ils ont des blazers. Vous imaginez un peu si ça te change. Parce que les blazers en France, vous avez vu porter un blazer? Personne jamais vu porter ça. Et ils avaient leur blason avec le nom de l'école et tout. Elle a raison sur le reste. Ça va peut-être... Personne, ni vous, ni aucun des trois, on sait si c'est vraiment utile. Moi, je pense qu'il faut essayer. En France, je le dis chaque fois, on est toujours, vous savez, dans des... Vous êtes pour, je suis contre. Alors évidemment, avec Benjamin, il pense d'avance qu'il sait ce que je vais dire, oui ou non. Et vous commencez à vous connaître un petit peu. Voilà. Et non, mais là, je trouve que c'est bien. On va essayer. En plus... Finalement, le problème, c'est qu'on est la seule école, la seule ville à le faire dès cette rentrée-là. Nous, on a voulu le faire là, vous savez, le 26, parce qu'on se dit, on a 4 mois avant les grandes vacances pour voir comment ça marche. Moi, j'ai été sidéré, par exemple, que les filles, je vais vous dire un truc, nous, on s'attendait à ce que les filles, elles veuillent être habillées comme les garçons. Pantalon. Je te dis, c'est dans l'image. Enfin, moi, on me raconte tellement que ça n'existe plus, les différences de sexe et de comportement. 80% des filles, des jupes. C'est étonnant quand même. On s'attendait pas à ça. On s'attendait pas à ce goût, vous savez, que l'habit. Moi, je croyais qu'il voulait un jean. Pas du tout. Pantalon bleu marine. Je sais pas si tu vois le classicisme de ça. Et je trouve que c'est sympathique. Ça en fait un truc sympathique. Et j'espère que vous êtes d'accord. Et venez à Béziers, vous verrez, ça vous plaira en plus. Mais avec plaisir. Alors le 26, je sais pas, mais venir à Béziers avec plaisir. Mais vous savez, je crois qu'on a changé sur ces dernières années. Vous l'avez rappelé, j'ai des enfants, vous aussi. Pour les enfants, l'uniforme aujourd'hui, c'est plus Harry Potter que quelque chose de rébarbatif. Donc moi, je partage tout à fait. Je suis pas du tout surprise qu'il y ait une joie des enfants d'aller découvrir. Enfin, il y a 10 ans, on s'est fait traiter de facho par vos amis politiques parce qu'on a proposé ça, quand même. Juste, je vous le rappelle. Moi, j'ai toujours dit que c'était bien la tenue unique pour des questions sociales. Enfin, vous étiez dans un gouvernement où il ratait pas une occasion de nous envoyer un parpaing sur le thème. Non, d'ailleurs, on comprend bien que cette extrême droite. 50% par l'État, 50% par les villes. Et moi, je veux juste faire une petite remarque parce que la semaine dernière, ici, j'ai défendu Nicole Belloubet en disant à quel point elle était compétente. Et vous avez un peu rigolé, monsieur Ménard. Et ce midi, je sais pas si vous avez regardé l'interview, mais moi, j'ai trouvé très solide. Face à vous, Benjamin Duhamel, moi j'ai regardé votre interview, j'ai trouvé qu'elle avait... J'ai jamais dit qu'elle n'était pas compétente. Je dis que c'est quand même incroyable qu'on ait une succession de ministres de l'Éducation nationale qui pensent exactement le contraire les uns des autres. Et les types te disent... Et le gouvernement, vous, parce que vous y étiez, pardon, madame. Oui, j'y fus dans le passé. Non, mais dans le passé, mais enfin, je suppose que... Dans le passé récent. C'était il n'y a pas si longtemps. Ouais, c'est vrai, d'abord, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas 30 ans que vous étiez au gouvernement. C'est il y a un an, c'est ça à peu près. Oui, il y a moins d'un an. Moins d'un an. Juillet 2023. 2017-2023. Et moi, je suis toujours étonné qu'on me dise qu'il faut convaincre les Français. Ouais. Alors, parce qu'il faut les convaincre sur une mesure comme ça, ça va pas de soi. L'expérimentation va servir à ça. Et vous avez vu qu'il y a déjà 15 établissements qui se sont retirés parce que les parents n'étaient pas d'accord, parce que la communauté éducative disait en fait on n'en veut pas. Est-ce que ça va pas finir en autre boudin? C'est pour ça qu'on a besoin d'un ministre qui plaident pour ça, qui disent on fait ça, laissez-nous faire, faites-nous confiance. Oui, mais attendez, tu peux pas demander à une dame qui, au fond d'elle-même, pardon, moi je suis pas au fond d'elle-même. Attends, moi je lis ce qu'elle a dit pendant des années. Moi j'écoute ce qu'elle nous a dit ce midi, et ce midi elle disait qu'elle mettait en place l'expérimentation, qu'il y aura un retour d'expérience. Les niveaux dans le... Combien de temps vous avez mis pour qu'elle dise que finalement les niveaux au collège... C'est-à-dire que là, on fait une incise sur la question des groupes de niveau, qui est la mesure phare du choc des savoirs. On fait le débrief de votre interview du midi. Non, je suis pas sûr que... Mais sur les groupes de niveau, Gabriel Attal, c'est la mesure phare qu'elle propose, et elle ne reprend même pas l'expression à son compte. Non, alors pourquoi? Parce que justement, en dialogue social, elle a dit qu'elle avait écouté les syndicats, que les syndicats avaient voté à l'unanimité contre cette mesure, qu'il y avait une question d'écriture de la mesure, qu'elle voulait dialoguer avec nous. Les syndicats, ils sont pas opposés au concept, ils sont pas opposés au nom, ils sont opposés au principe. Voilà. Non, ils sont opposés à la manière apparemment de attendez, ils sont pour le collège unique, dont chacun sait ici qu'il a fait ses preuves, que c'est une grande réussite,
que ça amène à des élèves qui ont une très forte détermination, qui ont d'excellents résultats. Vous avez compris que c'est tout à l'ironie chez moi. Enfin, je veux dire, c'est un échec total, et t'as des syndicats qui te disent non, non, il faut pas toucher à ça. C'est là qu'on a besoin, en politique, de gens, et c'est pour ça que, je vais pas revenir sur elle, je fais pas une fixation sur elle, on a besoin de gens, vous avez compris, qui sont convaincants. Mais sur l'uniforme, Robert Ménard, vous qui l'appliquez sur le terrain, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui expliquent qu'au fond, même s'il y a une tenue unique, il y aura toujours la paire de chaussures qui permettra de se distinguer, la montre, le dernier téléphone, le bijou... Je leur demande s'ils pensent que je suis crétin au point de pas m'en être aperçu. Ah ben, enfin, bien sûr que ça règle pas tout. On peut interdire des bijoux dans beaucoup d'établissements scolaires. Il y a de plus en plus d'établissements scolaires qui vont devenir sans bijoux. Cette mesure, elle règle pas tout. Ça règle pas tout. Ça règle pas les écarts de richesse. Ça règle pas les salaires des profs et tout. Ça règle deux ou trois petites choses, toutes petites choses. La première, c'est que quand même, l'écart de richesse, il se voit un peu moins. Il se voit un peu moins. Deux, et ça vous allez être sensible, le nombre d'affaires de harcèlement qui commencent sur des histoires de fringues, c'est pas tout à fait. Le débat habit communautaire ou pas, réglé. Et puis, puisque vous êtes maman, je vous prends au pied de la lettre, fini le quart d'heure à t'emmerder avec les enfants le matin pour leur dire tu t'habilles comme ça et pas comme ça, et non, aujourd'hui je veux m'habiller comme ci. T'as plus ce problème. Ah, donc en fait, c'est pour les parents, c'est ça? Mais bien sûr, c'est une mode. Mais moi, attendez, je vous dis pas ça pour moi, mes enfants. Non, il y aura juste une question sur, à mon avis, et là je vais être en ambivalence vis-à-vis du gouvernement. Moi, je trouve que le calendrier qui a été donné est un peu resserré. Si on veut avoir vraiment des retours d'expérience de terrain des maires et des collectivités, Béziers était en avance, vous l'avez dit, mais on a Nice qui s'est positionné, je crois qu'il y a des départements qui se sont positionnés. Le temps que ça se mette en œuvre et qu'on ait des vrais retours d'expérience. Ils se sont donné 2 ans. Ils se sont donné 2 ans. Là, il y avait une volonté d'avoir un premier retour d'expérience pour la rentrée qui vient là. Je trouvais que c'était assez court et ça me semble. Venir à Béziers tirer l'expérience de l'expérience. Dans le dialogue avec les collectivités, ça me semble un petit peu court. Je rentre dans la technique, mais ça me semble. Non, mais c'est intéressant et donc. Peut-être un rendez-vous à Béziers entre vous deux. Je voudrais qu'on aborde une actualité internationale, la mort du principal opposant à Vladimir Poutine vendredi, Alexeï Navalny. Sa mort a suscité un débat politique ici en France. Le Rassemblement national a été accusé de verser des larmes de crocodile. C'est l'expression d'Éric Dupond-Moretti. Rappelons que le RN s'est notamment opposé à des résolutions condamnant au Parlement européen les persécutions dont faisait l'objet Alexeï Navalny. Est-ce que c'est un procès justifié, ça, Robert Ménard, les larmes de crocodile? Oui. Pourquoi? Éric Dupond-Moretti, il a raison. Attendez, vous pouvez pas à la fois aujourd'hui te fendre, que ce soit M. Bardella ou Mme Le Pen, de communiquer en disant que c'est quand même une bien triste nouvelle, et puis quant à l'occasion de voter au Parlement européen des résolutions, il y en a eu 2, même 3, parce qu'il y en a une un peu avant. La première fois, quand ils ont tenté, vous vous rappelez, de l'empoisonner. Ensuite, quand il a été arrêté. Ensuite, quand sa santé s'est détériorée. Ils s'abstiennent, ils votent. Certains votent contre ces résolutions, ou ils sont pas là. Enfin, il faut pas se foutre du monde. Je veux dire, et puis j'ai entendu Marine Le Pen, c'était à BFM et c'était avec Jean-Jacques Bourdin. Oui, Jean-Jacques Bourdin lui disait est-ce que vous demandez la libération d'Alexeï Navalny? Elle disait oui. Enfin, c'était comme Katniss tout à l'heure sur Lula. Sur Lula, oui. Là, attendez, c'est quand tu mets 2 heures pour que tu dises oui ou non. À un moment donné, pardon, Monsieur Duhamel, à un moment donné, c'est oui ou non. Non, c'est pas bien ce qu'ils font. Mais ils ont un tropisme pro-russe. Marine Le Pen, elle a eu l'intelligence au moment de l'intervention, l'intelligence politique, de prendre tout de suite ses distances avec l'invasion de l'Ukraine, ce que n'a pas fait Éric Zemmour. Mais au fond, ils pensent les deux la même chose. Il y a une fascination pour ce pays, pour le caractère autoritaire de ce pays. Honnêtement, c'est pas bien. Et là, il a raison. Honnêtement, Dupond-Moretti, de temps en temps, il me gonfle un peu parce que, non, mais il est tellement exagéré, il est tellement... Je lui ai dit la dernière fois... Oui, vous êtes croisés la semaine dernière. J'ai dit, il est quasi obsessionnel, tu vois, sur le Rassemblement national, il pense que c'est encore des hordes nazis. C'est le cœur de son engagement. Non, mais en fait, ça peut être un engagement. Moi, je suis pas d'accord avec vous, je vous traite pas de tous les noms d'oiseaux et tout ça. Moi non plus, je vous traite pas de tous les noms d'oiseaux. Très bien, mais lui, il le fait sur le RN et il a tort parce que c'est une caricature ce qu'il dit. Mais là... Précisément, il a raison. Il a raison. Sur le RN et la Russie, on a beaucoup parlé du prêt de l'emprunt russe de Marine Le Pen, qui est remboursé, avec lequel elle a financé sa campagne. Moi, je voudrais qu'on prenne un petit peu de hauteur sur ces sujets et qu'on s'interroge, au-delà de Marine Le Pen ou pas, bien ou mal, sur la manière dont les candidats aujourd'hui en France peuvent
financer justement leur campagne et leur candidature. On avait porté en 2017 un très beau projet qui n'a hélas jamais vu le jour, c'était le projet de la Banque de la démocratie. La faute à qui? Et l'idée c'était de dire que tout candidat la faute à qui, madame? Mais à nous-mêmes. À vous, pas à tout le monde, à vous. C'est vous qui l'avez pas présenté, c'est vous qui avez la majorité. Enfin, c'est pas un nous de majesté, c'est vous, les Macroniens, qui avez fait une promesse. D'accord, c'est pas mon sujet. Mon sujet. C'est quoi? Vous dites on aurait dû faire ça, vous avez qu'à le faire. Bah, moi, je suis plus aux affaires, je suis plus. Et je n'ai jamais été ministre de la Justice. Oui, moi, je veux bien être responsable de tout. C'est pas facile. Robert Ménard, je suis pas porte-parole de l'ensemble des ministres qui ont exercé sous la Ve République. Donc moi, je vous dis juste qu'il y avait un projet important et que, au-delà du manichéisme qu'on peut avoir dans certains débats sur cette histoire de prêt russe, moi, je trouve anormal. Je combats Marine Le Pen politiquement, mais je trouve anormal qu'elle n'ait pas trouvé à se financer en France. Mais sur la question d'Alexei Navalny, est-ce que vous vous souvenez ce qu'il a dit Navalny sur le prêt? Ah bien sûr, je m'en souviens très bien, il a dit que ça allait lier à la Russe. C'est encore disponible sur Twitter, d'ailleurs il avait fait un long thread, comme on dit, un fil de 17 tweets dans lesquels il s'était expliqué, en expliquant justement d'où venait cet argent et la manière dont le RN s'était financé pour sa campagne. Je m'en souviens très bien, c'est toujours disponible. Puisqu'on voulait qu'on prenne de la hauteur sur le communisme et sur la fascination d'un certain nombre de gens à la droite de la droite, mais beaucoup à gauche, c'est quand même un problème de fond, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Il n'y a jamais eu de Nuremberg du communisme. Je veux dire, quand même, aujourd'hui, le communisme au XXe siècle, c'est plus de morts que le fascisme, par exemple. Est-ce qu'ici, il y aurait... Imaginez que quelqu'un, voilà, veut créer le parti fasciste français. En fait, imagine le tollé, personne n'oserait faire ça. Il y a un parti communiste français. Quand vous savez ce qu'est le communisme. Non mais, Robert Ménard, j'entends, mais qui ne revendique absolument pas qui a été aussi clair sur le bilan du stalinisme. Fabien Roussel, aujourd'hui, il défend pas l'héritage de l'URSS. Attendez. Non mais, je vais pas me faire l'avocat de Fabien Roussel, mais... Non, je vais vous renvoyer à votre jeunesse. Moi, je me suis fait casser la gueule dans des manifs parce que j'étais trotskiste à l'époque, par des communistes qui disaient « Vive l'URSS » et la moindre critique de l'URSS. Ah non, mais à l'époque, vous avez tout à l'aveuglement. Les staliniens des années 80. Non, mais dans les années 80, l'aveuglement sur l'URSS, vous avez raison, mais aujourd'hui, c'est plus Georges Marchais. Attendez, je vous dis pas ça. Je vous dis quand même, on continue à employer politiquement un terme qui devrait être discrédité. Parce que le communisme, c'est une version des régimes autoritaires asiatiques. Et aujourd'hui, pardon, moi je me souviens de fêtes de l'humanité où il y avait encore le stand du Parti communiste vietnamien, le stand du Parti communiste cubain, et ça faisait les représentants palestiniens aujourd'hui, la fête de l'humanité. Sur la question de la Russie, je pense qu'il y a deux sujets fondamentaux pour finir là-dessus et pour continuer sur l'explication aussi de ces liens et cette crainte finalement vis-à-vis de la Russie. Je pense qu'il y a deux enjeux forts que même l'Europe n'a pas réussi, je trouve, véritablement à dépasser. Modulo Angela Merkel en 2020, qui avait eu des positions extrêmement courageuses sur Alexis Navalny lui-même, en allant voir Poutine et en demandant la libération d'Alexis Navalny, en dénonçant son empoisonnement à l'époque. Tout en étant moins courageuse sur la dépendance de l'Allemagne vis-à-vis du gaz. Alors c'est là que j'en venais. J'allais dire qu'il y a deux grands enjeux. Il y a la dépendance vis-à-vis des matières premières, du pétrole, du gaz, etc. On sait à quel point l'économie russe, elle en bénéficie, et à quel point en termes d'export c'est extrêmement important. Et nous, indirectement, le débat sur l'agriculture que vous aviez précédemment sur ce plateau est tout à fait lié à ces sujets. Et deuxièmement, sur la désinformation en France. Je disais à quel point c'est fondamental d'avoir une souveraineté économique, si j'ose dire, démocratique, pour que les candidats puissent financer leur campagne et se présenter. Ça l'est aussi sur la désinformation. Les services russes ont déjà tenté de déstabiliser un certain nombre de positions qui ont été prises ici, un certain nombre de gouvernements, et d'influencer certaines élections avec notamment des systèmes extrêmement développés technologiquement et d'information. Les attaques cyber qui ont eu lieu encore récemment, qui ont pu être empêchées, venant des services russes, c'est une réalité, je pense qu'il faut le dire. Les seules choses qu'on sait aujourd'hui sur ce qui s'est passé, qui nous les donne? C'est un journal qui s'appelle Novaya Gazeta, que je connais très bien, je l'ai défendu. Je vous rappelle, je vous le dis, vous êtes journaliste. À Novaya Gazeta, il y a 5 journalistes qui ont été tués. 5 journalistes. C'est ça le régime de M. Poutine. C'est ça le régime de M. Poutine. Absolument. Et tu peux pas avoir l'ombre d'une hésitation. Tu peux pas. C'est dégueulasse. Et même quand tu es journaliste, comment tu peux oublier ça? 5 journalistes, quelle rédaction en France
paye un prix pareil? Bien sûr que non. Je le dis pour les, vous savez, les abrutis d'ex-journalistes, ou journalistes, enfin moi je ne l'étais plus, vous savez, qui viennent te dire la liberté de la presse en France, elle est menacée. Vous voyez à quoi je fais allusion? Un peu comme en Russie. Mais Coco, va travailler en Russie, tu vas voir ce que c'est les menaces de la liberté de la presse. Donc je ne reviens pas sur ce terrain-là. Mais Reporters sur Terre, il ferait bien de s'occuper de ça plutôt que de nous emmerder ici avec autre chose. Un tout petit mot sur ce qu'on entendait tout à l'heure dans l'interview d'Adrien Quatennens, sur la phrase de Lula, le président brésilien, qui a considéré que ce qui arrive en ce moment dans la bande de Gaza est un génocide et qui fait la comparaison avec la Shoah. Quelle honte! Vous l'avez vu? Combien de temps vous avez mis pour qu'ils disent que quand même c'était le trait d'union entre ce qui se passe à Gaza et la Shoah, ça lui posait problème? Mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous imaginez? Est-ce qu'on imagine que ce garçon que je connais ni David Adam plus que n'importe quel téléspectateur, ça lui écorche la bouche, pour pas être plus vulgaire, de dire que c'est une saloperie de la part de Lula? Comment on peut imaginer que, alors, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, au fond, les Juifs, ils font ce qu'on leur a fait. C'est ça. Ça finit aussi simplement que ça. Comment on peut dire ça? Et ici, il y a un parti, enfin, parce qu'il fait le mariole, mais le fait de ne pas le traiter de terroriste, le Hamas, depuis le début, quand ils t'expliquent que c'est pour... Ah oui, le droit international, mais ils nous prennent pour des abrutis. C'est le droit international qui les empêche de qualifier le Hamas de terroriste. Mais enfin, comment tu peux croire ça? Et ces gens-là, ils vont après se mobiliser, apparaître comme des défenseurs de quoi? De rien. Il n'y a pas de... Ce qu'on rêve en politique, c'est que les gens n'aient plus, vous savez, de haut le cœur à géométrie variable. Quand c'est dégueulasse, tu le dis. Quand tu connais, si c'est tes amis ou proches de tes amis, tu peux le dire. Tu as encore plus de responsabilité à le dire. Moi, j'avais honte. Non seulement la phrase de Lula et la difficulté d'Adrien Quatennens. Moi, si je peux me permettre, c'est une autre partie de l'interview d'Adrien Quatennens qui m'a fortement interpellée. Pour être très franc, je me suis dit que vraiment, il ne manque pas d'air. Quand j'ai vu que vous invitiez Adrien Quatennens ici sur votre plateau, je me suis dit il doit avoir un message extrêmement fort à passer sur la question des violences conjugales ayant été condamné pour ce fait. En fait, en réalité, il a commencé par dire qu'il regrettait les mots qu'il avait choisis. Il a passé plus de temps sur le regret sur sa propre communication plutôt que sur les faits. Ensuite, il a fait référence à Robert Badinter pour expliquer que finalement, il avait le droit de passer à autre chose. Et puis finalement, il a déploré, quand vous l'avez interrogé sur sa condamnation, il a déploré le fait que la justice avait peu de moyens. C'est pas la justice qui a demandé à Adrien Quatennens de proférer des violences conjugales, de commettre des violences conjugales à l'endroit de son ex-épouse. Donc moi, je me suis dit que vraiment, il manquait pas d'air. Il a tenté de se faire, même à un moment, porte-parole des associations féministes. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce parti, LFI, qui exclut de sa direction des grandes figures de femmes comme Clémentine Autain ou Raquel Garrido, quel que soit ce qu'on pense d'elle à titre politique, je ne suis pas d'accord politiquement avec elle, mais qui porte une voix des femmes, qui les exclut et qui décide d'envoyer et de soutenir Adrien Quatennens sur les plateaux de télévision et d'être soutenu par monsieur Gérard Miller, qui est aujourd'hui mis en cause par plusieurs femmes pour des faits de viol. Donc moi, ça m'interpelle, et pour tout vous dire, ça m'a choquée, cette manière de prendre la parole. J'ai regardé l'émission parce que j'avais un espoir. Je me suis dit que peut-être il allait parler de ce stage dont on dit qu'il l'a fait dans la presse pour les hommes auteurs de violences conjugales, dire à quel point il avait pris conscience des mécanismes de violence inhérents et à quel point il voulait modestement désormais changer. Au lieu de ça, il a fait la leçon à tout le monde sur la question des violences sexistes et sexuelles. J'ai trouvé que c'était un vrai malaise, cette prise de parole. Un mot là-dessus, Romain là. Écoutez, moi, vous avez compris que j'ai peu de sympathie pour ce garçon, et évidemment, et tout ça. Et en même temps, tu peux pas le faire taire. On va pas... Attendez. Ah, mais c'est pas une question de le faire taire. Non, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il fallait... Est-ce que j'ai dit que c'est vous qui l'aviez dit? Non, mais je préfère le dire. J'ai un souvenir, mon épouse est députée, et elle avait pris la parole pour vous dire comment on peut se comporter différemment. Elle avait pris la parole parce que ses propres copains de son parti, vous savez, voulaient pas qu'il parle quand il est revenu à l'Assemblée et tout. Elle avait pris la parole pour dire, mais il n'a pas été condamné au silence. Ce que je veux dire, vous avez compris, je prends pas... Bien sûr, mais il n'a pas été condamné à dire n'importe quoi sur le sujet des violences conjugales. Vous avez raison sur tout ce que vous avez dit, donc j'enlève pas un mot. Mais je dis juste qu'on pourrait, pour continuer à ce que dire, faire de la politique différemment. C'est-à-dire ne pas régler des comptes sans arrêt, dire les choses qu'on pense sans prudence. Et Quatennens, je vous dis pas ce que je pense, y compris sur ce qu'on vient de voir, mais là-dessus, non, parce que j'ai entendu des gens dire « Ah, il faut plus l'inviter ». Tu vas plus l'inviter, pourquoi? Tu vas le réduire. Vous êtes d'accord avec moi? Ça n'a pas de sens. Non, mais moi je vous dis au contraire que j'ai regardé parce que j'espérais qu'il y ait une parole sur ce sujet. Peut-être je suis trop humaniste et j'ai trop d'espoir et je suis trop optimiste.
Mais j'espérais qu'il pourrait avoir une parole en tant qu'homme, passer par un stage sur les violences conjugales pour expliquer en quoi le système de pouvoir et de domination des hommes sur les femmes de façon générale dans notre société amenait à ces violences et à quel point il voulait modestement apporter sa pierre à l'édifice. Au-delà de ça, il nous a fait une leçon sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. J'ai trouvé qu'il manquait pas d'air. Madame, il fait de la politique. Malheureusement. Sur ces sujets-là, quand on est impliqué personnellement, mais je suis d'accord avec... c'est pas oui, je suis d'accord avec vous, je vous dis pas le contraire, vous avez raison sur ça. Je vous dis simplement, vous avez affaire à des professionnels de la politique. Il a dû calculer ce qu'il fallait mieux qu'il dise et tout. Mais il peut rester il peut redevenir un interlocuteur de premier plan. Avant de mourir de la politique... Non, mais Benjamin Duhamel, là, en revanche, moi, je vais être claire, comme je l'étais sur le droit de grève, il y a des lois et il y a un droit, en fait. Dans la mesure où le droit ne dit pas que quand vous êtes condamné, vous devez partir de votre siège de député, eh bien, la loi s'applique et ensuite, c'est une question de responsabilité personnelle. C'est à lui, comme à chaque député condamné, de décider s'il estime représenter ses électeurs ou pas. Ça s'appelle l'éthique. C'est le droit. Mais c'est une autre affaire. Absolument. Je suis pas sûr que la politique et l'éthique, ça fasse forcément bon ménage tous les matins. Éthique. Je voudrais qu'on aborde un sujet connexe et un événement de la semaine qui vient, la cérémonie des Césars, l'Académie qui a mis en place un dispositif de, je cite, non mise en lumière des personnes qui seraient mises en cause par la justice. Par mise en cause, il faut entendre mise en examen ou condamnation pour des faits de violence, notamment à caractère sexiste ou sexuel. Dans ce cas, un participant à un film éligible sera exclu de la cérémonie, ne pourra pas monter sur scène pour récupérer sa récompense. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est excessif? Alors d'abord, non mise en lumière. Je pense qu'on nage en pleine novlangue totale. Je cite l'Académie des Césars. Je le déplore. Est-ce que ça veut dire que quand ils sont nommés, la lumière qui va éclairer la place où ils sont, il n'y en aura pas? Est-ce que ça veut dire ça? Je ne sais pas, mais je trouve qu'il n'y a rien qui va en fait dans cette décision. Je comprends l'intention et je salue l'intention. Elle est louable, l'intention de dire on veut mettre fin à ce système de violence sexuelle. Mais pour deux choses... Attendez, non, je termine, monsieur Ménard. Il y a deux choses qui ne vont pas pour moi. Moi, je serais à la fois plus radicale et à la fois beaucoup plus attachée aux droits que eux. Puisqu'en fait, il faut un communiqué global sur les mises en examen et les condamnés. Je suis désolée, dans un état de droit, c'est pas la même chose d'être mis en examen ou d'être condamné. Madame, ça veut dire qu'il mélange tout. Pardon, si jamais on cède un pouce sur la présomption d'innocence, là, c'est un vrai problème. Et dans tous les cas, pas simplement pour tes copains. Parce que c'est ça, la politique, c'est quoi, Madame Schiappa? C'est qu'en général, tu t'abrites derrière la présomption d'innocence quand c'est tes potes ou les gens proches de toi, et tu l'oublies quand c'est tes opposants politiques. Il y a un principe général, et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas mélanger les deux. Et je trouve ça dangereux, le fait de vouloir mélanger. Que tu sois condamné, ou mis en examen, le traitement est le même. Voilà, enfin c'est pas possible. Alors moi, j'irai plus loin. Moi, je serais beaucoup plus radicale quand on est condamné. Je vois pas pourquoi on a le droit d'avoir un prix mais de pas le recevoir. C'est ubuesque. Soit on fait un règlement disant que quand vous avez été condamné, vous ne méritez pas d'être récompensé, donc vous n'êtes pas possiblement nommé ou récompensé. Mais quand vous êtes mis en examen, je trouve que là, on bafoue la présomption d'innocence. On va pas mettre au banc de la société un certain nombre de personnes. Deux grandes avocates ont pris la parole aujourd'hui dans la presse, Marie Dosé et Julia Minkowski, en disant que mettre au banc de la société n'était pas une manière de faire Madame la justice. Schiappa, même si quelqu'un est condamné pour des violences parce qu'il a battu sa femme, vous imaginez ce que nous en pensons tous, c'est pas le problème. Il a une condamnation. Il est metteur en scène. Il fait plus jamais son métier. Eh ben, c'est une question qu'on s'est posée. Vous avez compris? Non, attendez, je vous dis, c'est une vraie question. Je comprends la question. Est-ce que à vie... Moi, monsieur Ménard, je vous réponds non. En fait, de la même manière, pour Bertrand Cantat, il trouve un autre métier. Il trouve un métier autre que d'être visible, de vouloir vendre des posters et faire des unes de magazines, comme un magazine l'avait mis en une après qu'il ait été condamné pour le meurtre de Marie. Madame la ministre, j'ai pas de réponse. Vous avez compris, il y a des questions où j'ai pas de réponse. Je me pose la question, en vous écoutant, je me dis, est-ce que tu peux, je veux dire, bannir quelqu'un quand c'est un écrivain, un type dont c'est le métier, est-ce qu'on doit à vie le condamner? Est-ce qu'on doit à vie se passer de son talent? Il fait autre chose. Des hommes politiques pour des faits bien moins graves ont dû se reconvertir. Jérôme Cahuzac ou d'autres, qui est pédiatre maintenant. Sur ce sujet, messieurs, là, vous êtes d'accord qu'on peut se poser au moins la question? Bien sûr, mais moi, ça fait des années que je me pose la question. Ça va faire 20 ans. Et moi, j'ai une conviction que je vous partage. Ma conviction, c'est qu'on ne peut pas honorer des personnes qui sont condamnées pour des faits de violence. Oui, mais regardez ce sondage, parce que vous parlez des métiers et des arts. Regardez le sondage dans la Tribune du dimanche ce matin. 67% des Français considèrent comme un progrès qu'une personnalité condamnée ne puisse retrouver son métier après avoir purgé sa peine. Mais ça dépend de quoi on parle. Alors ça, c'est un sujet concernant le monde du cinéma. Ça, c'est un sondage sur le monde du cinéma. Mais les Français ont été interrogés plus généralement. 67%
considère comme un progrès qu'une personnalité publique condamnée puisse plus exercer à nouveau son métier. Personnalité publique, donc là c'est extrêmement large. Ce que ça dit, c'est quoi? C'est une évolution de la société, de sensibilité sur ces sujets. Alors, c'est vrai que personnalité publique, ça renvoie à des artistes, ça renvoie à des journalistes, ça renvoie à des responsables politiques. Ouais. Peut-être que c'est différent. Je sais pas, honnêtement, j'ai pas de réponse. Et en même temps, peut-être parce que j'ai défendu les droits de l'homme toute ma vie, l'idée d'un bannissement à vie, vous avez compris, je peux le comprendre, je dis, c'est quand même un vrai problème. C'est un problème parce que tu peux t'excuser, tu peux avoir fait quelque chose que tu regrettes, tu peux le regretter. Et il n'y a pas de rémission. Je veux dire, la justice, elle l'imagine pas. Elle l'imagine pas. Que tu puisses ne jamais retrouver une vie normale une fois que tu as payé. Moi, je suis favorable à la réinsertion. Que tu as payé le prix de la bêtise ou de ce que tu as fait. Bien sûr, mais là, par exemple, le cinéma a valeur d'exemple. Entre... Mais bien sûr, et dans l'affaire Weinstein, personne n'aurait songé à remettre un Oscar d'honneur pour la carrière d'Harvey Weinstein après qu'il ait été condamné pour l'ensemble des viols qu'il a commis. En France, on est en retard sur ce sujet. Je comprends ce que vous dites, je partage en partie. Je dis, on est juste à la limite de vrais problèmes quand même. Je voudrais juste pour terminer, il nous reste quelques minutes, qu'on aborde le sujet qui faisait l'objet du débat juste avant, la question de l'agriculture. Dans moins d'une semaine s'ouvrira le salon de l'agriculture. La colère est toujours vive. D'ailleurs, chez vous, Robert Ménard, à Béziers, il y a eu une opération dans un Leclerc. Vous m'avez envoyé une photo qu'on va voir apparaître à l'écran de 2 bouteilles de vin dans ce Leclerc, c'est bien cela, Leclerc de Béziers. Attendez. Alors expliquez-nous ce qui est frappant sur cette photo. Ce qui est frappant, c'est que c'est exactement la même. Ouais. Le petit truc vert, c'est ce qu'a rajouté la FNSEA en disant, vous avez compris, c'est importé d'Espagne. Attendez, comment tu fais la différence? Alors celui de gauche, il est français, celui de droite, il est espagnol, et vous avez compris que le français, il est plus cher que l'espagnol. Attendez, c'est... Les agriculteurs, attendez, vous arrivez là, madame, mais vous êtes agriculteur. Là, ils ont rien cassé, mais tu comprends la colère. Ça veut dire que tu trompes tout le temps, tout le monde. C'est pour ça que tout à l'heure, j'étais étonné à la fin du débat que vous amenez sur le pouvoir d'achat, parce que c'est un problème. Ça, il faut plus d'Europe en réalité. Il faut pas au Google qu'il en faut moins. Il en faut plus pour obliger. Pour harmoniser. On est même à la limite de la légalité, me semble-t-il, là, sur ce que vous montrez sur la bouteille, si elle est faite à dessein. Je sais pas si on est à la limite ou si, vous avez compris, la loi, dans les interstices de la loi, tu arrives à faire ça. Écoutez, les mêmes, toujours à Béziers, ils ont ramené, j'aurais pu vous l'amener, c'est du miel. La famille fabrique son miel et tout, et dessous t'as écrit Made in Roumanie. Je savais pas que la famille, avec un nom français, genre famille Durand, qui fabrique de père en fils. C'est peut-être des expatriés. Ouais, non, mais enfin, tu vois, et évidemment que ça choque les gens, ça les choque, et c'est ça qui alimente leur colère, parce que ça, c'est pas réglé. Et là, il y a une responsabilité. J'en ai parlé avec Michel-Édouard Leclerc. Et alors ? Parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous avez dit ? Pour une autre vie. J'ai dit, écoute, tu peux pas. Les gens, un jour, ils vont venir te casser le magasin, tu gueuleras, évidemment, tu les trompes. Il me dit, il faut qu'on trouve une solution. Il faut trouver une solution. Il y a des choses comme ça qui sont insupportables. Et tout bête, alors moi, je suis pas sur une vision générale, macroéconomique, comme dit un ministre, mais sur des trucs comme ça, je comprends les viticulteurs chez moi qui se mettent dans des colères folles. Et vous savez, madame, la politique, c'est souvent là. Et c'est pas, vous savez, c'est comme les journalistes qui te disent, vous savez, les chiens écrasés sur les faits divers. Il y a toujours un crétin pour te dire ça. Les faits divers, ça dit sur la société un truc essentiel. Et là c'est pareil. C'est des choses qu'il faut changer. Là, commencer par des changements comme ça. C'est pas le bout du monde, mais si on changeait ça, ce serait pareil. L'accueil au Salon de l'Agriculture va être compliqué pour le président samedi ? Mais je crois pas. Je crois pas. Alors on verra, je ne dis pas ça comme un appel ou comme une provocation, mais honnêtement, le président de la République a fait partie de ceux qui passent énormément de temps sur les salons. Il s'est entouré de personnalités très engagées. On a parlé la dernière fois de l'ancien ministre de l'Agriculture, Julien Normandie, qui vient de sortir un livre là sur le modèle agricole français. On sait à quel point il est proche du président de la République. Écoutez, Marc Fesneau qui était là, qui fait un travail important d'écoute. Nous verrons, mais je pense qu'en tout cas c'est important d'y être et de les écouter. Je crois pas que ça pourrait être un peu rock'n'roll. Pour vous dire quand même, pour prendre un mot que vous comprenez bien. Un salon de l'agriculture sans bruit, c'est pas un salon de l'agriculture. En tout cas, on suivra tout ça en direct sur. On suivra tout ça en direct sur BFM TV. Merci Marlène Schiappa. C'est moi qui vous remercie. Sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Robert Ménard.
Pause. Bonjour. Voilà. On va mettre Robert Ménard. Robert Ménard. Robert Ménard, né le 6 juillet 1953 à Oran, est un journaliste, essayiste, éditeur et homme politique français. Il est cofondateur de l'association Reporters sans frontières. Donc il est le secrétaire général de 1985 à 2008, ainsi que du site internet Boulevard Voltaire, lancé en 2012. Il est également le fondateur en 2008 de la maison d'édition Mordicus, qu'il dirige avec son épouse Emmanuelle Ménard. Dites-moi dans les commentaires si ça vous convient la vidéo, mettez-moi des pouces, partagez la vidéo, abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch et Twitter, et je vous dis à la prochaine.